فاصله های بین مرزها جا گذاشته ایم. هر آنچه را که برایمان تسلی بخش دردها می شود. درون اتاقهای کوچکمان قاب عکسی است که توسط چشمهای عادی دیده نمی شود. تصویرهای از خانه و خانواده می رقصند در سقف. رخ معشوق را هرچی می گردم به دنبالش گمتر می شود. بوی گلهای این سرزمین خوشقلب و تمیز هیچ وقت بوی آزادی گلهای میهنمان را نمی دهد. در بین این همه نعمت و باران و فزون راه رفتن را می توانم، اما سینم سپر نمی شود. در بین زنبوره های پرتلاش و خسته هرگز کسی شهد گلی مرا نمی نوشد. باد مخالف برای غرق کردن کشتیم چشم در چشم باد موافق زور می زند. من همانند برگ های رنگی پاییزی این کشورم که زیبایی هایم را باد می برد و زیر پاها. من غزال تیز پای گریزنه‌ای هستم که باید آنقدر صبر کنم تا زیر پایم علف سبز شود. حکایت من حکایت همان پرستویی است که کوچ را نه بلکه کوچ او را می کند. سزاوار یک زندگی ساده در این شهر زیبا هستم یا نه؟ یا که خداوند یک جنگ دیگر را برایم هدیه می دهد؟ در این سرزمین پر از باندهای کوچک چرا یک باند مناسب زخم من پیدا نمی شود؟ این چشمان رنگی چنان به من خیره می مانند که گوی مقصر تمام این بدی ها فقط منم. درون میتروهای زیبا این پرستو می نشیند تا در سرزمین عقاب ها جایی برای پرواز پیدا کند. امثال من درون این خیابان ها پرند. به کلیسای بزرگ بگو که آهنگ دوستی سر کند. بگو به گنبد روی پارک پردرخت. این آهنگ هاست که درد دل مرا کم می کند. اگر به رسم دنیا و زمین نگاه کنی، درون هر سرزمین یک عده‌ای در خوب بودن بدترند. با تمام زیبایی های این سرزمین بیکینه قسم، با یک فرصت کوچک تمام این گره ها را می گشاید. Et maintenant en français. Je ne sais pas si vous avez aimé le mélodie. Terme maternelle. Nous avons grandi dans ce pays où nous apprécions le ciel bleu. Aujourd'hui, nous vivons ailleurs, où nous espérons des fleurs de toutes les couleurs. Nous avons tout laissé entre de nombreuses frontières pour donner un peu de bien-être à notre douleur. Dans nos petites chambres, il reste les images de ma maison et de ma famille qui danse sous mon toit. Et plus je cherche le visage du bien-aimé, et plus je cherche le visage de la bien-aimée, plus il disparaît. Le parfum de fleurs de ce pays pur et accueillant ne peut atteindre celui de mon pays où je ressens le parfum libre des fleurs. Pour accepter toutes ces bénédictions, le pluie, les richesses, je peux avancer, mais ne pas vivre debout. Avec les habits puissantes et avec celles qui sont fatiguées, personne ne boit le nectar de mes fleurs. Mon bateau se bat fortement à contre-courant. Je suis comme les feuilles d'automne colorées de ce pays, qui sont balayées autant que les migrants. Je ne suis qu'un homme affamé qui doit atteindre éternellement. Mon histoire est pareille à l'hirondelle, qui se déplace pour survivre. Suis-je digne de recevoir une belle vie simple et tranquille en cette belle ville? Ou Dieu m'imposera-t-il une autre guerre? Pourquoi ne puis-je pas trouver une accalmie à mes blessures? Des yeux colorés me condamnent, comme si j'étais le seul responsable de tous ces maux. Dans ces beaux métros, les rondelles s'assoient enfin pour que le pays des aigles
pour qu'au pays de l'aigle lui trouve une piste de décollage. Les rues sont pleines de gens comme moi. Demandez une chanson aux grandes églises pour les chanter ensemble. Redites aux grains d'hommes dans un parc boisé, que seule la musique peut soulager mes peines de cœur. Dans tout le pays du monde, les êtres bons connaissent aussi le pire. Mais je jure devant toute la beauté de ce pays turco-mongol. Turco-mongol. Comme le souligne leur nom dérivé de mille, entre guillemets, mille. Hazara, en farsi, ça veut dire mille. Hazar, c'est mille, chiffre. Et donc, en persan, utilisé pour désigner le groupe des soldats de Genghis Khan, en français on dit Genghis Khan. Voilà, Genghis Khan, durant le XIIIe et XIVe siècle. Quand Genghis Khan a attaqué l'Afghanistan, ses soldats, c'est connu sur ça, c'était son stratégie militaire, il divisait ses soldats par des 1000 hommes. 1000 hommes. Et donc ces 1000 hommes, ça sont battus. Un de ses fils, je pense que c'est Ortaï, un de ses fils a été tué à Bamiyan durant cette guerre. Hein? Et donc, après, donc, certains de ces militaires restent. Et une hypothèse, c'est que ces soldats-là, de Genghis Khan, se sont mariés avec les femmes turques, d'origine turque, qui existaient sur place. Et ça donnait aujourd'hui les Hazaras. Et le mot Hazara, si vous voulez regarder un peu plus concrètement dans l'archive en Afghanistan, ou même dans le dictionnaire farsi, existe à partir du XIIIe siècle. Avant, ça a été un autre nom qui a été utilisé pour ce peuple-là. Voilà, c'est très important. Deuxièmement, leur langue, le hazaragi. Les Hazaras parlent hazaragi, un dialecte donc dans le territoire hazaragi. Et dans l'hazaragi, dans le dialecte hazaragi, et une variante de dari, farsi, enrichie des mots turcs et mongols. Jusqu'aujourd'hui, dans les langages dialectes hazaragi, il y a des mots turcs et mongols qui est utilisé par les Hazaras. Voilà. Après, je vous ai parlé de discrimination systématique envers les Hazaras, ou si vous voulez, persécution historique. Depuis le 19e siècle, les Hazaras ont été marginalisés, esclavagisés et victimes des génocides, notamment sous le roi Abdurrahman Khan de 1980 à 1901. Durant ces périodes-là, pendant 20 ans, les Hazaras étaient prises, leur terre a été prise, et l'État autoritaire centralisé, le roi, a diminué les Hazaras que dans les montagnes ou par les esclavages, le prix par l'esclavage. Ils sont souvent discriminés par le trait asiatique. Les Hazaras ont des nez, des yeux asiatiques. Si on connaît très bien l'Afghanistan, on reconnaît les Hazaras de très loin. Ils ont des yeux asiatiques, un peu plus petits que les autres, et donc le visage asiatique. Et donc, ils sont souvent discriminés par le trait asiatique, distingue et leur foi chiite, différent de la majorité sunnite. Sur la résilience et la contribution de ce peuple, malgré ces oppressions, les Hazaras ont réussi à s'éduquer, s'imposer dans les divers domaines. Cependant, beaucoup devront quitter l'Afghanistan à cause de menaces. Les Hazaras, pendant la première période soviétique, c'était le premier peuple qui ont fui le plus l'Afghanistan après la guerre civile, parce que la guerre civile, si vous voulez, c'était entre les rivaux Moudjahidines, leurs leaders, et les Hazaras ont été pris au piège dedans. Leur culture est riche, comprend la cuisine traditionnelle, la musique traditionnelle, notamment l'instrument qui s'appelle le tambourin. J'ai essayé aujourd'hui de faire venir un musicien, malheureusement, je n'ai pas réussi parce qu'elle travaille. Elle travaille à la Galerie Lafayette, dans une bijouterie. Ah bon? Sinon, normalement été invité, mais c'était impossible. En plus, c'est la période de Noël, donc samedi obligatoire. Ouais. Voilà.
d'Amboura est pratique agricole unique dans le territoire Hazara, comme c'est un territoire montagnard qui commence à partir de 3000 altitude, qui va jusqu'à 20 000 mètres d'altitude en Afghanistan, notamment les chaînes de Baba, Pamir et donc Hindu Kush. Donc c'est pour ça qu'il y a une pratique agricole unique, traditionnelle. Voilà. Ensuite, situation actuelle pour les Hazaras. Avec le retour des talibans, les Hazaras subissent à nouveau de graves persécutions. Leur avenir reste incertain dans un pays en paroi à l'extrémisme. Donc avec ce chapitre, les Hazaras, le message, le thème principal, c'est les Hazaras sont un peuple courageux, marqué par une histoire de souffrance, mais également de résilience et de richesse culturelle. On va sur le troisième chapitre, le coffre, qui est normalement inspiré de cette photo, le coffre. Donc voilà les 5 garçons dans le coffre. Alors le coffre est tout d'abord un voyage oppressant. 5 jeunes migrants de liberté. Donc on passe sur le chapitre suivant qui s'appelle Du pays des aigles à l'Hexagone. Si vous voulez, le pays des aigles, c'est l'Autriche, l'Hexagone, c'est la France. Voilà, pour dire plus près. Donc l'Autriche, en France, la vie de ce jeune homme humide, après avoir vécu 4-5 ans en Autriche, donc il a construit une base, il a appris la langue, mais un jour, durant les années 2019, il a dû fuir encore. Pourtant, dans un pays bien intégré, où il a étudié, il était bénévole à la Croix-Rouge et Caritas, mais l'État autrichien de l'époque conservateur décide de les désintégrer, de les expulser dans son pays. Et donc, finalement, il est obligé de fuir encore. Fuir, mais sans avion. En passant par l'Allemagne, en train, il doit affronter des nouvelles incertitudes et des barrières administratives qui commencent en France. Et l'arrivée de ce jeune homme humide en France, dans une situation de fameuse procédure Dublin 3, sans papier pendant 18 mois, et notamment son passage à la centre de rétention administratif, il a passé pendant 5 jours. Donc durant ces premiers 18 mois, le fameux procédure Dublin 3, il survit sans argent ni toit, mais se construit peu à peu une vie en gagnant le soutien des citoyens solidaires. On a parlé des citoyens civils françaises qu'il a aidés. Et donc dans ces chapitres, il y a encore le mot résilience et espoir. Apprenant le français et s'intégrant par ses efforts au mythe, devient un modèle pour des autres réfugiés et un porteur d'espoir grâce à sa détermination et ses récits. Et le message principal dans ce chapitre, c'est ce chapitre met en lumière le défi d'exil, la résilience face à l'adversité et l'importance de l'accueil et la solidarité humaine. Entre guillemets, j'insiste, société civile française. Voilà, on monte sur le 5e chapitre, les inconnus deviennent des amis. Là, ici, le but de ce chapitre, c'est des rencontres qui permettent de s'intégrer plus facile. Les rencontres, j'insiste là-dessus. Omid, migrant afghan en France, fait face à des moments de solitude, d'incertitude et de précarité au départ. Cependant, des rencontres fortuites avec des Français, dans le livre, les personnages comme Jacques et Mathilde, l'aident à surmonter ses peurs et s'adapter à sa nouvelle vie, dans l'Hexagone. Et puis ensuite, un autre message dans le chapitre « Les inconnus deviennent des amis », c'est le regard de l'autre. Omid, qui a grandi dans un environnement hostile, voit d'abord les Français comme étrangers et potentiellement menaçants au départ, sans parler la langue. Comme il était traité par l'État, donc il le voit. Mais à travers la générosité de Mathilde, Mathilde peut être vous, madame, vous, elle, vous, nous, tout le monde. Mathilde, il y en a beaucoup de Mathilde, heureusement.
à travers la générosité de Mathilde, qui l'invite à des événements et l'intègre dans sa vie, Omid apprend à voir les autres sous un nouveau jour. Difficulté de communication au départ, en France. Les barrières linguistiques et les différences culturelles compliquent les premiers échanges entre un migrant et les Français. Cependant, avec du temps et des efforts, la compréhension mutuelle s'améliore et Omid trouve des amis qui l'aident à mieux s'intégrer. Lente adaptation et évolution personnelle. Omid, au début passagère de ce nouveau monde, commence à se définir non seulement comme un migrant, mais aussi comme un membre actif de la société qu'il découvre, notamment en faisant de bénévolat avec des associations. La générosité et la patience de ses nouveaux amis, notamment toutes ces familles qui l'ont accueilli, contribuent à son processus d'intégration et de guérison. Le message principal de ce chapitre explore comment la rencontre avec des inconnus bienveillantes peut transformer une expérience d'exil en un chemin d'espoir et de nouvelles amitiés, soulignant l'importance de la patience, de l'ouverture et de l'empathie dans des relations interculturelles. On va sur le 6e chapitre et on va bientôt terminer. C'est le retrouver le